Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro nouvelle génération des critiques d'Oupienne. Alors c'est quoi les critiques d'Oupienne? Comme son nom l'indique, c'est des critiques et Doup, c'est moi, donc ce sont les critiques d'Oupienne. Alors pour ceux qui suivent Internet depuis des années, eh bien les critiques d'Oupienne ça existe depuis presque 20 ans, puisque c'est des critiques hebdomadaires qui ont commencé sur Buzz Comics et puis qui ont continué ensuite sur Top Comics, mais dans un format écrit. Alors après une grosse pause, et ben voilà, on revient pour des critiques nouvelle génération, puisque vous voyez, maintenant il y a ma tête et il y a l'image, et puis on va essayer de voir, ce que ça donne. Alors c'est un essai, je suis pas un professionnel, hein, ni des comics, ni de la vidéo, surtout de la vidéo d'ailleurs, donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous me pardonnerez les quelques errances techniques, mais on essaye en tout cas, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à réagir, parce que les critiques d'Oupienne, ça va être chaque semaine à peu près 3 comics, 3 TPB, 3 revues que je vais pouvoir vous critiquer, parfois peut-être plus, parfois peut-être moins. Et il y aura de tout, c'est le principe, hein, c'est-à-dire que je vous ferai de la VO, je vous ferai de la VF, des trucs récents, des oldies, des trucs qui datent de Mathusalem, hein, où vous étiez pour la plupart d'entre vous même pas nés. Et en fait, l'idée, c'est de vous faire selon mon envie. C'est-à-dire que moi, je suis ce qu'on peut considérer comme un grand lecteur de comics. Et à chaque fois que je vais en lire un, je vais vous faire chaque semaine un petit bilan de ce que j'ai lu. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Alors, des fois, il y aura des coups de cœur, des fois, il y aura des coups de griffe. On va essayer de mélanger un petit peu tout. Et puis, écoutez, je pense que c'est parti en tout cas. Et on va commencer avec quelque chose, hein, quelque chose qui, à mon avis, va faire saliver les fans. C'est lui. Et lui, c'est quoi? C'est Deadpool Batman, hein, le premier crossover entre Marvel et DC depuis une vingtaine d'années et depuis Amalgam. On l'attendait un petit peu comme le Messie, hein, ce crossover Deadpool Batman. Alors moi, je dois vous avouer que là, on me prend les deux personnages que je peux plus trop blairer, mais ça paraît logique. Quand vous êtes Marvel et DC et que vous voulez relancer des crossovers, vous prenez deux des plus grosses franchises de votre compagnie, et le Deadpool Batman, c'était une évidence. Le scénario, alors là, c'est le crossover qui est édité par Marvel, puisque vous aurez une partie qui sera éditée par DC, donc qui sera un Batman Deadpool. Alors celui-là, c'est celui de Marvel, et il est scénarisé par Zeb Wells et dessiné par Greg Capullo. Alors Zeb Wells, moi j'aime beaucoup. Il avait fait des choses vraiment pas mauvaises, Zeb Wells, sur du Spider-Man, alors il y a très très longtemps. Il avait fait Hélion, qui était une très très bonne série pendant les X-Men de l'ère de Krakoa. Et on l'avait mis sur Spider-Man, où il a eu un run plutôt mitigé. Je peux pas trop vous en dire, parce que moi j'ai lu que peut-être les 10-15 premiers, ce nouveau Spider-Man, et ça m'avait pas beaucoup plu. Mais je n'avais pas trouvé ça nul non plus. J'ai pas lu dans la longueur, donc je peux pas vous en dire plus. C'était un petit peu étonnant, hein, de voir Zeb Wells au scénario de ce gros crossover, parce que j'aurais pensé que Marvel aurait pu mettre un gros scénariste dessus, sans faire offense à Zeb Wells, hein, qui est quand même un scénariste plutôt reconnu, mais c'est pas une grosse star. Après, on peut se poser la question, mais il reste qui en grosse star chez Marvel? Jonathan Hickman, peut-être? Moi, Jonathan Hickman, je le vois pas vraiment sur du Deadpool Batman, quoi, hein, sur un crossover comme ça. Donc bon, Zeb Wells, ma foi, en plus, ça marche bien, hein, parce que Zeb Wells, il a un ton plutôt humoristique très souvent. Donc, ma foi, scénarisé, Deadpool, ça passe. Batman, ça passe. Greg Capullo, c'est pareil. Greg Capullo, par contre, c'est une évidence, hein, c'est une superstar du comics. Il avait eu un run qui était légendaire, que moi, j'ai pas aimé, mais légendaire sur Batman. Il a dessiné Deadpool nombre de fois, et ça a été même l'un des tout premiers, hein, après Rob Liefeld, à le dessiner sur X-Force, hein, ou sur comment ça s'appelait? Oui, sur X-Force, ou les Nouveaux Mutants. Donc bon, ça fait sens. Et donc, qu'est-ce que raconte, hein, ce fameux crossover, donc ce pavé qui est une histoire complète,
qui est une histoire complète et ben, qui marche pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez les gros crossovers des années 80, alors les Superman, Batman, moi j'en ai lu plein à l'époque, il y avait eu le Batman Hulk dessiné par José Luis Garcia Lopez qui était un petit bijou. Ensuite, on a eu pas mal de choses. On a eu du Batman Daredevil, on a eu du Spider-Man Batman, on a eu du Punisher avec Batman aussi. Euh, tous ces crossovers, ils n'étaient pas ratés. C'était même plutôt pas mal, même si ça fait longtemps, hein, je vous avoue que je ne les ai pas relus. Mais clairement, qu'est-ce qui se passait? Bon, on avait nos deux héros qui se rencontraient, et on avait les forces et les faiblesses de ces héros. Alors, dans une histoire qui souvent euh, n'avait pas de conséquences pour la suite, mais on avait une exploration des personnages qui était plutôt bien fichue. Et ben, je le retrouve pas, moi. Je le retrouve pas dans ce Batman Deadpool, euh, que je trouve extrêmement superficiel. En fait, vous avez Deadpool, hein, je vous spoil rien, hein, Deadpool qui se pointe sur Gotham City. Voilà, donc il est dans le monde, dans l'univers d'ici. Et bah, qu'est-ce qu'il fait, Deadpool? Bah, il a pour mission de capturer Batman. Voilà, sauf que bah, Batman, en 2 secondes, il va le mettre par terre. Mais voilà, le Joker menace. Et après avoir fait un petit peu ami-ami, euh, eh bien, Deadpool va se mettre avec Batman bah, pour empêcher le Joker de mettre ses menaces à exécution. C'est vraiment très classique. Et c'est d'une superficialité, mais alors vraiment c'est très 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 superficiel. On retient rien, on oublie tout. Il n'y a aucun apport sur Batman, il n'y a aucun apport sur Deadpool. C'est vraiment très très vide. Il y a un petit twist au milieu. Mais alors vraiment pour un retour, moi je trouve que c'est un retour tout à fait raté. euh, Parce que il se passe rien, quoi. Voilà, c'est Deadpool fait des blagues, Batman, bah, il fait rien. Voilà, Batman il fait rien. C'est assez marrant, hein, parce que du coup, on sent que Zeb Wells il s'amuse plus avec Deadpool que Batman. Ça se veut un peu rigolo, ça l'est pas. Voilà, c'est pas très drôle. Euh, donc vraiment en termes de scénario, c'est oublié aussi vite que c'est lu et c'est très très creux. Au niveau des dessins, eh ben, Greg Capullo fait du Greg Capullo. Le problème, c'est que moi, je trouve qu'il est en train de perdre au fil des ans. Greg Capullo, il est en train de perdre son style. Alors, ça ressemble hein, à du Greg Capullo. C'est classique. Hein, il maîtrise bien les personnages, les deux personnages. Mais il n'y a pas, il y a rien pour se renverser. Enfin, il n'y a rien qui me renverse sur ces pages-là, quoi. Et c'est un petit peu dommage pour un crossover qui aurait pu être et qui est hein, la lancée d'un nouveau crossover, enfin d'une nouvelle entente entre DC et Marvel. Je trouve que c'est vraiment très très plat. Alors j'essaie de vous montrer quelques petites pages. Non, c'est décevant. C'est vraiment très décevant. En tout cas, cet épisode-là. Alors, ce qu'il y a dans ce numéro, ce qui est très cher, hein, je crois, puisqu'il est à 7 dollars, hein, 6,99 $ pour aller une soixantaine de pages, et ben vous avez plein de petites histoires annexes. Mais alors, vous en avez une pelletée, puisqu'il y en a 6 histoires annexes derrière, qui varient entre 6 et 2 pages. Voilà, faites par des auteurs des deux compagnies, et qui vont mettre ensemble des crossovers. Alors le premier, c'est un Captain America Wonder Woman hein, par Chip Zdarsky et Terry Dodson. Et ça raconte un petit peu la rencontre entre Captain America et Wonder Woman, voilà, pendant la guerre. Comment les deux vont influencer, et surtout comment l'Amazon va avoir une influence prépondérante sur les pensées de Captain America. Alors, ce qui est très très drôle, c'est que là, Zdarsky, il a considéré que les deux univers n'en formaient qu'un, et donc les héros Marvel et les héros DC, ils prennent part à des aventures communes aux deux univers. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez l'assassinat de Maxwell Lord, il y a Crisis, il y a une espèce de Ligue de Justice qui est avec Batman, Robin, Captain America. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, bon, c'est bien foutu. Voilà, c'est 5-6 pages. Il n'y a pas grand-chose à raconter non plus, mais
Zdarsky le fait plutôt bien. Il est plutôt à l'aise, hein, avec ce genre de récit qui reprend la continuité des super-héros, hein. Il l'avait prouvé avec l'histoire d'une vie. Personnellement, j'avais pas aimé, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec ça. Et donc voilà, il nous livre un récit qui est certainement peut-être le meilleur récit du bouquin, hein. Il fait 6 pages. Ensuite, vous avez alors là un truc pour les enfants, clairement pour les enfants. C'est Jeff Crypto, le crossover Jeff Crypto. Alors Jeff, c'est un espèce de requin de chez Marvel qui est qui est devenu vraiment important à cause, je crois, d'un jeu de cartes. Il me semble que c'est sur Marvel Snap ou je sais pas. Donc là, c'est quoi? C'est Jeff et Crypto qui jouent à la baballe. C'est scénarisé par Kelly Thompson. C'est dessiné par Goro Hiro, que moi j'aime beaucoup. Mais globalement, ça raconte Crypto et Jeff, pardon, qui se renvoient la balle pendant 4 pages. Bon. Il n'y a pas de fin, hein. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de plot twist. Voilà, c'est creux, c'est joli, hein, c'est pour les enfants. Mais ça raconte rien. Ensuite, ensuite on a un Daredevil Green Arrow. Et alors, qui a fait un run célèbre sur Daredevil et sur Green Arrow? C'est Kevin Smith. Et donc, ils nous ont ramené Kevin Smith. Alors, Kevin Smith, hein, qui a fait des très bonnes choses et des très très mauvaises, hein, notamment sur ses Batman. Là, on lui a mis Adam Kubert, hein, au dessin. Et là, c'est donc Daredevil et Green Arrow qui combattent des ninjas. Voilà. Et non seulement ils combattent des ninjas, mais ils combattent aussi le Comte Vertigo. Ça fait à peu près 6 pages, 6-7 pages. Le Comte Vertigo, hein, qui est un ennemi de Green Arrow. Ouais, ça raconte rien. C'est dessiné par Adam Kubert, que je trouve pas bon là-dessus. Je sais pas. Adam Kubert, moi, il est capable de réaliser des très grandes pages, des trucs dont on se rappelle. Là, je trouve ça extrêmement creux, classique, quoi. Très, très classique. Donc, pas très intéressant. Là aussi, hein, il n'y a aucun intérêt à cette histoire. Ça apporte pas grand-chose ni sur Daredevil, ni sur Green Arrow. Alors après, vous avez 2 pages. 2 pages, c'est une blague, hein. C'est-à-dire, voilà, elles sont là, vos 2 pages. C'est un récit qui est construit comme une blague. C'est le Green Lantern Rocket Raccoon, donc par Al Ewing. Alors, j'ai pas son nom parce que je le connaissais pas. Attendez, je retrouve ça dans mes fiches. C'est Dyke Ruan. Je sais pas qui c'est, en dessinateur. C'est pas très bon. Voilà. Le dessin est pas très très bon. Ouais, c'est juste une blague, quoi. Voilà, qui dure sur 2 pages. Donc, bon, c'est pas très intéressant. Ensuite, ensuite, vous avez le Dark Knight Returns de Frank Miller contre le Old Man Logan. Et c'est scénarisé, dessiné par, vous l'aurez reconnu, Frank Miller, voilà, qui nous fait 2 pages, 3 pages de récit. Bon, c'est pas le plus mauvais, hein, c'est pas le plus mauvais du bouquin. Bon, en termes de dessin, voilà, Frank Miller, je pense que il est sur une phase descendante, Frank Miller, mais c'est pas innommable, hein, c'est pas innommable, ça raconte rien non plus, hein, c'est juste une action, voilà, il se passe une action. Ça m'a vachement fait penser au pitch que Frank Miller il avait fait pour Spawn, je crois que c'était le Spawn 11 ou 10, non, je crois que c'était le 11, où il avait raconté en 3 secondes une histoire à Todd McFarlane qui avait tout dessiné, genre, ce Spawn il se téléporte dans un gars, il le fait exploser à l'intérieur, vas-y. C'est un petit peu ça, hein, c'est un truc jeté en 3 secondes, dessiné à la Frank Miller de maintenant. Bon, pareil, c'est pour l'anecdote, hein. Et puis on termine le récit alors avec du coup un personnage qui s'appelle Logo. Et ce logo-là, vous l'aurez vu, c'est un croisement entre Wolverine et Lobo. Et alors c'est scénarisé par Ryan North, c'est dessiné par Ryan Stegman. Ryan Stegman qui est vraiment bien là pour le coup. J'aime pas ce qu'il fait Ryan Stegman. Là c'est pas mal, c'est assez classique je trouve. C'est plutôt pas mal. Et alors là du coup, cette fin d'univers, cette fin de comics, pardon, me fait penser à l'univers Amalgame parce que je ne sais pas pour les plus jeunes d'entre nous qui connaîtraient pas. Les derniers crossovers Marvel et DC, ça forme quelque chose qui s'est appelé Amalgame. Il y a un omnibus qui est sorti récemment.
où en fait on prenait les personnages d'ici Marvel, on les mélangeait, et c'était, ma foi, plutôt sympathique, parce qu'il y avait des très bonnes idées. Là, Ryan North, bon, il nous fait rien, hein, il nous tease quelque chose, ce personnage de logo. Est-ce que ça va nous donner l'univers amalgame derrière? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Euh, mais bon, voilà. Et puis c'est bien dessiné. Pour une fois, j'ai dit beaucoup de mal de Ryan Stegman. Là, ça passe plutôt pas mal. Là aussi, on pense voir un mélange entre, ben, vous voyez, là, le personnage qui se fait abattre pourrait faire penser à Iron Lantern, même si je suis pas persuadé que ce soit lui. Donc vraiment un mélange entre Iron Man et Green Lantern. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne en fait finalement ce Deadpool Batman? Bah, pour l'anecdote, c'est sympathique, mais en fait derrière, il n'y a rien. 7 dollars pour ça, c'est quand même... ouais, voilà. Pour une histoire vraiment qui n'a pas beaucoup de sens, qui est pas intéressante et qu'on a tout de suite oublié. Je vous avoue, je l'ai lu il y a 2 ou 3 semaines et j'ai été obligé de le relire parce que j'avais aucun souvenir. Ouais, la petite histoire, le petit segment avec Captain America Wonder Woman par Terry Dodson, Rachel Dodson et Chip Zdarsky, qui est plutôt sympa. Sinon, le reste, bah, c'est pas bien, quoi, en fait. C'est pas bien. Voilà, Deadpool Batman. Moi, je lui mets 2 brocolis parce que bon, c'est pas moche non plus, mais ça n'a vraiment aucun intérêt. Et, en termes de déception, c'est pas bon. Voilà. Donc, ce Deadpool Batman, hein, et il va se prendre 2 brocolis pour ma part. Oui, on note en brocoli ici. Euh, ouais, ça raconte rien. Et alors, attention, parce qu'il y aura la suite, hein, Batman Deadpool, donc qui sera publié par DC et qui aura au scénario Grant Morrison. Sur Batman, je vois, j'avais pas apprécié. Grant Morrison sur Deadpool. Hmm, je- Joker, à voir. Le seul truc intéressant, puisqu'après ce sera Dan Mora. Dan Mora, alors si vous ne le savez pas, si vous ne nous suivez pas sur Top Comics et bah, sur le 10+10 hein, des vidéos, enfin la vidéo qu'on fait sur les sorties du mois, ceux qui les suivent depuis longtemps savent que bah, Dan Mora, pour moi, c'est la quintessence du dessinateur neutre. Voilà. C'est-à-dire, je ne trouve aucune qualité à ses dessins, si ce n'est qu'il en fait au kilomètre, et que c'est devenu la superstar et qu'on le fout partout. Moi, sincèrement, un Morrison, Dan Mora sur Batman Deadpool, je pense que j'y vais pas. Voilà, surtout si c'est aussi creux que ce numéro-là. Bon, voilà, ça y est, on a commencé, vous voyez, on n'a pas commencé gentiment. On va continuer par quelque chose alors, dont on avait parlé dans les 10+10, me semble-t-il, de septembre. À vous de les retrouver hein, sur la chaîne Top Comics. Eh bien, c'est The Big Burn. The Big Burn, alors, qui est une publication qui est sortie chez Delcourt hein, très récemment. Et qu'est-ce que ça raconte, The Big Burn? Eh bien, ce sont 2 personnages, hein, Owen et Carly, qui sont 2 braqueurs. Et ces 2 braqueurs, qu'est-ce qui leur arrive? Eh ben, ces 2 braqueurs, à un moment, eh ben, ils vont tomber amoureux. Ils vont se rencontrer lors d'un braquage. Hein, ils vont tomber amoureux et puis, ben, au cours d'un braquage, ils vont se faire arrêter. Et leur vie est finie. Hein. Sauf que là, d'un coup, je sais pas si vous le voyez, il y a Lucifer qui débarque, et ouais, le diable, et il leur dit, bah voilà, moi je vous sors de ce pétrin, mais vous me donnez votre âme. Les 2 tourtereaux acceptent. C'est le début de l'histoire. Hein. Et ben, sauf que ben, ça se passe pas comme prévu parce que ben, quand on n'a plus d'âme, on n'est plus amoureux et donc ben, les 2 personnages hein, ne se parlent plus, ne s'apprécient plus, n'ont plus de plaisir à être ensemble et donc ben, voilà, la situation n'est pas bonne. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un braqueur de banque et que quelqu'un vous a volé quelque chose? Eh bien, le plan est vite fait. Ils vont retourner en enfer pour aller voler leur âme, l'âme que Lucifer leur avait dérobée. Et pour ce faire, eh bien, ils vont mettre en place tout un plan avec l'aide d'autres criminels dont Lucifer a pris l'âme. Et donc, bah, ils vont essayer de monter un casse en enfer. L'idée est plutôt sympa, hein. Elle est signée Joe Anderson. Joe Anderson, je crois que je l'avais vu, moi, sur Skyward, mais j'ai pas de souvenir d'avoir lu beaucoup de choses de ce scénariste.
Et le dessinateur, bah, je vous avoue que c'est pour ça que moi j'ai acheté The Big Burn, c'est parce que le dessinateur c'est Lee Garbett, et moi Lee Garbett, eh ben, je l'aime beaucoup. C'est un dessinateur que j'apprécie, j'adore son style. Donc moi je l'ai acheté uniquement sur le nom de Lee Garbett. L'éditeur, donc c'est Delcourt en français. Aux États-Unis, c'est Distillery, hein, qui est un nouvel éditeur qui sort plutôt des récits complets depuis 2-3 ans et qui a livré des choses qui étaient plutôt pas mal. Somna, il y a plein de choses. Ah, je n'ai plus le nom qui m'échappe. Vous savez, c'est la vieillesse, hein, ça existe. C'est un ravage, hein, la vieillesse. Ce titre je crois que c'était Toula Loté au dessin sur un aviateur dans les années 30, qui était plutôt correct. J'ai Wind Rider en tête, mais c'est pas du tout le nom. Si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Voilà. Donc ouais, Lee Garbett, moi c'est un dessinateur que j'apprécie beaucoup, que je trouve intéressant. Je suis pas persuadé que ce soit ses meilleures planches ici. Je suis pas persuadé du tout que ce soit ses meilleures planches. Je trouve ça un peu vide, mais l'histoire est très sympa. Il y a un joli retournement de situation à la fin. Enfin, pas un retournement de situation, justement. C'est ça que j'ai apprécié. C'est qu'à la fin, vous avez un joli petit truc final, une jolie petite idée qui vient terminer le récit. Et c'est tout à fait satisfaisant, hein, The Big Burn. C'est une histoire complète. Je pense qu'il n'y aura pas de suite. Donc, moi, je vous le conseille, si vous le trouvez. Si vous avez envie de lire un truc un petit peu fun, The Big Burn, c'est fait pour vous. C'est bien dessiné. Le scénario est pas mal. Ouais, allez-y, allez-y. Moi, je lui mets... alors, c'est pas non plus renversant. Hein, il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi se jeter sous les ponts hein, quand on a lu ça. Ça fait partie des bonnes lectures. Et moi, les bonnes lectures, j'ai tendance à les mettre entre 2,5 et 3. Allez, c'est la première, on va être gentil. Je dirais que je lui mets 2 brocolis et demi. Parce que 3, c'est quand même un récit très sympa. Ça reste classique. Mais c'est plutôt pas mal et moi, je vous le conseille. Alors, on va conclure nos critiques d'Oupienne avec Silent Jenny. C'est une œuvre française de Mathieu Bablé. Alors, qui est Mathieu Bablé ? Moi, je le connaissais pas. Je le connaissais pas il y a 2-3 ans. Et puis, il y a 2 ans, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelait Carbone et Silicium. La couverture m'avait interpellé. L'édition est magnifique. Hein. L'éditeur, c'est 619, le label 619, qui font un travail, mais de dingue sur les bouquins de Mathieu Bablé. Il y a de la toile, c'est un gros bouquin. C'est joli. Vraiment, rien que le bouquin, il fait plaisir à voir. Et c'était le même pour Carbone et Silicium. Et Carbone et Silicium, donc le titre précédent de Mathieu Bablé, moi, il m'avait juste scotché. Voilà. Il m'a scotché. Il m'a eu sur place. J'ai trouvé ça génialissime, que ce soit dans les dessins ou dans le scénario, avec vraiment une thématique, mais très très haut niveau. Et donc, quand j'ai appris que Mathieu Bablé sortait son nouveau volume, qui est la fin d'une trilogie de science-fiction, donc qui a été entamée par un titre qui s'appelle Shangri-La, que j'ai pas lu mais que je vais commander tout de suite, qui a continué avec Carbone et Silicium et qui se termine avec Silent Jenny, même s'il n'y a aucun rapport entre les titres. Qu'est-ce que ça raconte, ce Silent Jenny ? On est dans un futur post-apocalyptique. Moi, le futur post-apocalyptique, je dois vous avouer que ça commence à m'agacer parce que tout le monde en fait du futur post-apocalyptique. Et c'est difficile de trouver des choses intéressantes. Là, il y en a. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est l'apocalypse ? Parce que les abeilles ont disparu, il n'y a plus de pollinisation, il n'y a plus de végétation. Et donc, l'humanité se trouve dans un grand désert aride. Et donc, ils arpentent les déserts. Alors, ils arpentent. Il y a plusieurs catégories de personnages. Et là, on va suivre ce qu'on appelle une monade, pardon. J'allais dire nomade, mais c'est une monade. Alors, une monade, c'est ça. Voilà, c'est un espèce de village qui se déplace dans le désert. Donc un village composé à peu près d'une 50aine de personnes. Et qu'il y a dans ce village ? Il y a Jenny. Voilà, Jenny. Alors Jenny, elle fait partie de ce village, qui est toujours en mouvement. Mais Jenny, elle travaille aussi pour la Pyrocorp. La Pyrocorp, c'est l'organisation qui préside à la destinée des humains. Là, voilà, Jenny, elle est là.
qui qui préside, pardon, à la destinée des humains sur ce monde, et qui, en fait, engage Jenny pour qu'elle se rétrécisse, parce que la Pyrocorp a la technologie de la miniaturisation, donc elle va pouvoir se rendre toute petite, un petit peu comme Ant-Man, pour aller creuser des endroits dans le désert que l'être humain à sa taille normale ne peut pas accéder, et pour ensuite essayer de trouver des abeilles qui seraient fossilisées, enfin qui seraient plutôt capturées, pour choper leur ADN, le donner à la Pyrocorp pour que la Pyrocorp puisse cloner cet ADN et pour qu'on puisse remettre les insectes dans le monde et refaire en sorte que le monde reparte. Donc Jenny, elle a 2 histoires particulières. On va suivre son histoire dans la monade, avec les personnages de la monade. Et puis, il y a toute cette aventure avec cet ADN d'abeille qu'elle essaye de retrouver. Donc vous voyez, le récit, il est déjà très ambitieux. Et puis, on aurait pu penser que c'est vraiment le fil rouge de l'histoire, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est un récit sur la dépression. Voilà. C'est encore une fois hyper sombre. Mathieu Bablé, j'espère qu'il va bien, parce que vraiment, c'est d'une noirceur, mais alors, on n'en ressort pas indemne. Mathieu Bablé, moi, il me touche beaucoup dans son écriture, dans son approche. C'est difficile de parler d'écriture parce qu'il mélange vraiment les dessins, c'est vraiment de la narration graphique, et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui fait de la vraie BD, quoi, qui fait vraiment de la narration graphique. Il utilise les cases, il tente des choses. Non, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Vous voyez, il joue avec les formats, il joue avec les cases, il tente des trucs. Il y a des doubles pages, il y a des pleines pages, il y a des pages qui sont faites de toutes petites cases, mais qui racontent beaucoup de choses. Vous voyez, il y a beaucoup de silences, ça joue beaucoup sur les silences. Il y a des pleines pages qui sont à tomber par terre. Voilà, là, c'est à tomber par terre. Ça regorge de détails. On peut passer des heures sur des cases, voilà, sur des planches. Et moi, j'ai plus une approche scénaristique qu'une approche graphique. Mais là, voilà, moi, les dessins, je peux prendre des heures à passer à les décrypter, à regarder ce qui se passe au fond. C'est vraiment extraordinaire. Mais alors, qu'est-ce que c'est difficile. C'est encore un récit qui est hyper déprimant. Moi, ouais, vraiment, on n'en ressort pas indemne. Moi, c'est une lecture qui me touche. Vraiment, ça fait 2 fois qu'il me scotche, Mathieu Bablé. Alors, en toute honnêteté, j'ai quand même préféré Carbone et Silicium. Je sais pas, peut-être parce que là, il y a trop de thématiques. On est sur les monades. Donc, on a toute une histoire sur l'héritage, sur la famille, sur qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants, qui se retrouvent forcément dans le fil rouge des abeilles qui ont disparu, etc. Mais il y a toute cette intrigue autour des abeilles qui se finit largement avant. Enfin, vous verrez, vous serez surpris. Parce qu'on va plus s'orienter vers cette pauvre Jenny qui, ma foi, elle va pas bien, quoi. Elle va pas bien, et la fin est terrible, même si c'est très poétique. Il y a peut-être un petit peu trop de thèmes. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai moins apprécié Silent Jenny que Carbone et Silicium. Parce que je pense que là, Mathieu Bablé, il s'est éparpillé dans plein de thèmes différents. Il a voulu en faire trop, ce qui n'est pas un défaut, de vouloir enrichir à fond son bouquin. Mais il y a peut-être des moments où ça fait un petit peu trop. J'aurais préféré qu'il se concentre plus sur Jenny, peut-être. Le monde est super bien décrit. Il y a plein de pistes. Il les amène peut-être pas toutes jusqu'au bout. La fin est un poil précipitée quand même. Je l'avais pas vu venir, je vous avoue. Mais ouais, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Regardez ça, quoi. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, ouais, moi je vous le conseille. Silent Jenny, c'est mon comics de la semaine. C'est celui que je vous recommande le plus sur les 3. Silent Jenny, alors je vais pas lui mettre 5 brocolis parce que, encore une fois, je pense que Carbone et Silicium, je l'ai préféré. Mais il vaut bien ces 4 brocolis sans problème. Donc foncez sur Silent Jenny. C'est du tout bon.
C'est donc le label 619, hein. L'édition, elle est vraiment d'une extrême qualité. Et en plus, donc, c'est un super BD. C'est une super BD, c'est un super bouquin. Donc, foncez sur Silent Genie au label 619. Voilà, et ben c'est tout pour cette semaine. J'espère que ce nouveau format des critiques d'Oupienne vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si tout va bien. Et puis en attendant, hein, lisez des comics, parlez-en autour de vous, faites vivre l'univers comics. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ma tête vous a plu, même si ma tête vous a pas plu et que le contenu vous a un petit peu plus rassuré. Parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Nous, ça nous aide à faire vivre la chaîne, à faire vivre Top Comics. Et puis on le fait pour vous en fait, hein. Donc, lisez des comics, parlez-en autour de vous, et surtout prenez soin de vous. À très bientôt.